Merci, oui, nous pardon. convaincre de l'inverse. Non, merci Bruno, bonjour à tous. Je pense que si vous aviez souhaité une controverse saignante, c'était pas on peut se passer de la dobutamine, mais on doit se passer de la dobutamine. Et en fait, Bruno, je pense qu'on arrivera à un consensus, et donc je peux être un homme de consensus. C'est un scoop pour certains, mais on peut se passer de dobutamine. Donc on n'a pas voulu que cette controverse tourne à la farce, mais qu'on puisse réfléchir sur le fond parce qu'il y a des données intéressantes. Et moi, je vais plutôt me polariser sur le choc septique. Alors au départ, quand on m'a présenté cette controverse, je me suis dit que c'était d'un autre temps et que maintenant qu'on avait les outils modernes comme l'échographie cardiaque, eh ben, c'était extrêmement simple de savoir qui avait besoin de dobutamine, qui n'en avait pas besoin. Et ben, tous ces deux patients sont en état de choc. Ces deux patients ont potentiellement des pressions ventriculaires gauche élevées, mais celui-là, bien évidemment, aura sûrement besoin d'un peu de dobutamine, alors que celui-là, qui a un ventricule gauche hyperkinétique avec une obstruction intraventriculaire gauche, si vous la voyez, n'aura évidemment pas besoin de dobutamine. Elle sera même contre-indiquée. Et puis j'ai quand même voulu pousser un peu plus loin la réflexion, puisqu'on nous posait une question et qu'on n'allait pas s'arrêter après une diapositive. Et il y a quand même des diapos et des informations qui sont intéressantes depuis quelques années, notamment concernant les bêta-bloquants dans le choc septique. Donc ça sera une partie de ma présentation, qui sont quand même tout l'inverse de la perfusion de dobutamine, il faut bien le dire. Et il y a notamment cette étude publiée en 2010, vous voyez, extrêmement surprenante, où vous avez dans un modèle expérimental de choc septique, et je crois que c'était la ligature sécale, mais je ne l'ai plus en tête, peu importe, vous avez une amélioration importante de survie chez les animaux qui recevaient des bêta-bloquants par rapport aux animaux contrôle. Alors, ce qui est un petit peu, par contre, décevant dans l'étude, c'est que finalement, la partie de gauche, c'était les animaux qui recevaient des bêta-bloquants avant la réalisation expérimentale du choc septique, et la partie de droite, avec un effet beaucoup plus atténué, c'était les animaux chez qui on donnait des bêta-bloquants après avoir induit le choc septique. Donc déjà, on atténue quand même un petit peu le message sur la mortalité pour l'effet des bêta-bloquants. En 3 diapositives, je vais parler du choc cardiogénique parce que c'est absolument pas mon domaine d'expertise, c'est celui de Bruno. Et donc je suis allé à la bonne littérature, et ça fait quand même pas longtemps que ce papier est sorti dans Annals of Intensive Care, hein, il est sorti même en 2015. C'est des recommandations d'experts sur le management, la prise en charge des patients qui ont un choc cardiogénique. Et vous voyez que la dobutamine, avec un agrément très fort, donc j'imagine que tous les experts étaient d'accord, y compris Bruno, la dobutamine doit être utilisée dans ces tableaux de choc cardiogénique avec bas débit. Et effectivement, vous voyez que quitte à choisir un inotrope, et il faut choisir un inotrope, hein, ce qui ne veut pas dire, et je suis entièrement d'accord, que chez certains malades, du fait d'un CIRS-like, on ne puisse pas ajouter ou on ne doive pas ajouter de la noradrénaline. Vous voyez que quitte à choisir un inotrope, il vaut mieux la dobutamine que l'adrénaline pour les effets tachycardisants, d'arythmie et métaboliques. Et je pense que ça repose essentiellement sur cette étude que Bruno avait publiée, où vous voyez une étude pilote sur un petit nombre de patients qui avaient un choc cardiogénique. Vous avez sur les carrés noirs les patients qui recevaient de l'adrénaline, et vous avez sur les triangles des patients qui recevaient de la noradrénaline et de la dobu. Donc tu as de la suite dans les idées, c'est bien, mais donc ils avaient effectivement l'association dobu-noradré. Vous voyez la même efficacité en termes de pression artérielle moyenne et en termes d'index cardiaque, mais par contre, effectivement, moins de lactate dans le groupe de butamine, avec quand même un PCO2 gap qui est diminué, hein, donc c'est pas juste un effet cosmétique d'un lactate différent, c'est vraiment une perfusion tissulaire manifestement qui est différente, une diurèse qui évolue favorablement plus rapidement dans le groupe noradré-dobu et au prix d'une fréquence cardiaque moins importante dans le groupe noradré-dobu, donc manifestement un effet quand même volume d'éjection systolique plus que volume, plus qu'effet fréquence cardiaque. Alors il manque bien évidemment dans cette étude le troisième groupe qu'on aurait voulu voir, qui est le groupe dobutamine seul, mais l'étude n'avait pas été réalisée pour ça.
Si on passe maintenant au choc septique, il est quand même évident, et je vous en montre un exemple ici en échographie transœsophagienne, que la cardiopathie septique, en d'autres termes la dysfonction systolique du ventricule gauche, puisque c'est essentiellement sur celle-là que je vais me polariser dans les minutes qui suivent, est une réalité et peut impacter fortement la macrocirculation, voire même la microcirculation de nos patients. Si on regarde des données un peu plus sérieuses que les petites séries que je vais vous montrer après, vous connaissez l'étude CATS, qui a maintenant quelques années, qui avait randomisé des patients en choc septique en 2 groupes, des patients qui recevaient de l'adrénaline et des patients qui allaient recevoir de la dobutamine et de la noradrénaline, avec quand même comme bémol le fait que c'était une décision un petit peu arbitraire et qu'il n'y avait aucune individualisation et une caractérisation des patients préalablement, notamment par la réalisation d'une échographie cardiaque. Et il est clair qu'un malade, comme je vous l'ai montré au départ, qui a un ventricule gauche hyperkinétique, on se demande bien pourquoi on le randomiserait dans un groupe adrénaline ou dobutamine, noradrénaline. Il a essentiellement besoin de remplissage et de noradrénaline. Et vous voyez simplement qu'effectivement, cette étude, elle a été considérée comme négative. Et on peut dire effectivement que si on regarde la mortalité à J40 et J28, dans les 2 groupes, il n'y a pas de différence, à J14, pardon, mais quand même, à J14, on n'atteint pas la significativité, mais on a presque 10% de diminution de mortalité dans le groupe de butamine et noradrénaline. Et c'est quand même intéressant parce que si on regarde comment l'étude était designée, vous voyez que l'hypothèse initiale, c'était d'avoir une mortalité de 60% dans le groupe épinéphrine. Or, ils ont obtenu 35%. Et donc, à partir de cette hypothèse d'une mortalité de 60% dans le groupe épinéphrine, ils faisaient l'hypothèse d'une baisse de 20% de mortalité dans le groupe de butamine noradrénaline. Ça devient différent si vous imaginez 20% de mortalité en moins dans un groupe de patients qui n'a que 35% de mortalité. Et donc, il y a très clairement une étude qui est qui n'est pas assez puissante, à mon avis, pour complètement conclure sur ce sujet. Après la dobutamine, ça c'est une beaucoup plus petite série, mais c'est extrêmement intéressant. Petit effectif, 36 patients en choc septique. Et ce qui est intéressant, donc 10 gamma-kilominutes, ce qui, tu l'as dit, à mon avis, est déjà une bonne dose chez ces malades-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans cette étude, ils ont pu séparer les patients qui allaient répondre en termes d'augmentation de la consommation en oxygène et ceux qui n'allaient pas répondre après la dobutamine, ce qu'on appelait un test à la dobutamine. Et donc c'est intéressant la consommation en oxygène parce que ce n'est pas que la macrocirculation, c'est vraiment le couplage des deux et ce qu'on améliore les échanges gazeux au niveau des tissus. Et vous voyez que vous avez un certain nombre de malades, ce n'est pas la majorité, mais qui vont augmenter de façon importante leur transport, plus 45%, et augmenter effectivement de façon significative leur consommation en oxygène, plus 26%. Et puis vous avez, c'est vrai, une majorité de malades chez qui on va augmenter le transport ou pas, mais même quand on augmente le transport, on n'a finalement pas d'effet sur la consommation en oxygène. Donc là, on sent vraiment qu'il y a un problème au niveau de la microcirculation que la dobutamine n'a pas résolu. Et dans cette étude, tout petit effectif, si on regarde la mortalité, mais le résultat est presque trop caricatural, mais je le montre quand même, on avait une mortalité de 14% chez les gens qui avaient un test à la dobutamine dit positif, et une mortalité de 91% chez les gens qui n'avaient finalement aucune réserve de leur macro- et microcirculation, ce qui finalement quand même a un certain sens, même si les chiffres annoncés sont très élevés. Alors si on prend une étude toute récente que j'ai bien aimé lire, Bruno, de ton équipe, donc publiée dans Critical Care Medicine, cette fois-ci on peut regarder l'autre face, les bêta-bloquants. Donc même modèle animal, ligature sécale, c'est des rats, je crois. Ouais. Et donc, vous voyez, cette fois-ci, contrairement à l'étude précédente, on va créer le choc septique et on va mettre des bêta-bloquants chez ces rats après les avoir ressuscités de façon habituelle pendant les 6 premières heures. Et vous voyez que contrairement aux résultats de 2010 de l'autre groupe, là, on a quand même, alors par définition, tous les rats meurent à la fin, mais vous voyez qu'on a quand même une amélioration de la durée de survie qui suggère peut-être un effet bénéfique de la prescription de bêta-bloquants chez ces rats. Quand même aller regarder les résultats, qu'est-ce qu'ils ont les rats ou c'est quoi ce modèle
de choc septique, c'est quand même un modèle particulier, puisque vous voyez que ces rats à qui on a donné des bêta-bloquants, si on les compare en fraction d'éjection et en débit cardiaque après la ressuscitation initiale qui suit la survenue du choc septique à des rats contrôle, vous voyez aucune différence de fraction d'éjection, c'est-à-dire elle est normale, aucune dysfonction systolique ventriculaire gauche et un débit cardiaque strictement normal par rapport au rat contrôle. Donc c'est vrai que là, donner des bêta-bloquants chez des rats qui finalement ont les mêmes valeurs hémodynamiques que les rats contrôle, on peut attendre au moins pas d'effet délétère, peut-être un effet bénéfique. Alors après, tous les mots sont importants puisque dans le titre de l'étude, c'est « On améliore la fonction cardiaque ». Alors on améliore la fonction cardiaque. Si on regarde cet autre tableau de cette étude, regardez la fraction d'éjection toujours et le débit cardiaque. Vous avez ici, après la ressuscitation juste par fluide, quand on ajoute de la noradrénaline et quand on ajoute de l'esmolol, puisque c'est cette drogue qu'il s'agissait, à la noradrénaline. Et vous voyez qu'en fait, et là je rejoindrai finalement assez ce que tu dis tout à l'heure, il y a surtout un effet important de la norépinéphrine, avec une augmentation significative de la fraction d'éjection et du débit cardiaque, même si ça n'atteint pas la significativité. Par contre, dire que rajouter de l'esmolol fait mieux, il n'y a pas de différence, on voit même plutôt une baisse de la fraction d'éjection, même si elle est non significative. Donc on a quand même l'impression que essentiellement c'est la noradrénaline ici qui a permis cette amélioration. Alors c'est vrai qu'il y a cet indice important d'élastance systolique maximale, qui est un indice de paramètre de contraction qui est indépendant des conditions de charge et qui quand même manifestement a l'air d'augmenter dans le groupe esmolol, mais je ne vois pas de petit astérix entre le groupe noradré et le groupe esmolol. Je le vois par rapport au groupe avant noradré, donc je ne sais pas si ce n'était pas significatif. Ça a l'air de monter, mais en tout cas ça n'a pas l'air d'être significatif. On peut améliorer l'élastance systolique en utilisant la dobutamine aussi, on peut se le rappeler, à condition bien sûr qu'on ait une dépression de la fonction cardiaque. Et ça, c'est un autre modèle expérimental, c'est des rats, c'est un autre modèle de choc septique, mais vous avez ici, cette fois-ci, directement l'évaluation sur des coupes pression-volume de l'élastance systolique maximale, c'est la pente. Vous avez ici une dépression lors de la réalisation du choc septique, et vous voyez une normalisation, en tout cas une pente plus raide, après l'injection et la perfusion de dobutamine. Donc on restaure quand même la fonction cardiaque de ces rats. Ça a été montré chez l'homme, de façon très indirecte, avec toutes les limites que ça représente. Mais vous voyez que dans cette étude qu'on avait fait chez une 60aine de malades, vous avez par exemple quelque chose qui se rapproche de l'élastance systolique maximale, mais qui ne l'est pas, puisque c'est très difficile de faire des boucles pression-volume chez des patients au lit, mais vous pouvez utiliser le rapport de la pression artérielle systolique sur le volume télésystolique du ventricule gauche, ça vous donne quelque chose assez proche. Et vous voyez finalement que quand on met de la dobutamine à des patients qui ont une fraction d'éjection qui est basse, avec une élastance qui est diminuée et qui reste en état de choc, bien sûr, on est capable d'améliorer la performance myocardique. Si on regarde toujours, si je reviens dans l'étude de 2010, c'est un petit peu discordant avec les résultats de Bruno qui montrent une amélioration de l'élastance avec l'esmolol, puisque maintenant, en fait, ils avaient regardé le DPDT. Alors c'est quoi le DPDT? Ça c'est Bronval qui l'a montré en 1962. Finalement, vous savez, on regarde la capacité qu'a le ventricule gauche à faire monter la pression pendant la phase de contraction isovolumétrique. C'est intéressant puisque c'est finalement assez peu sensible aux conditions de charge et notamment de post-charge. Donc ça se rapproche un petit peu de l'élastance maximale. Vous voyez que dans cette étude, de façon assez attendue, quand ils prescrivaient un bêta-bloquant, ils voyaient plutôt une diminution de la performance intrinsèque du ventricule gauche. Et puis leur résultat principal, effectivement, sur le volume d'éjection systolique, c'était de montrer que quand ils mettaient le métoprolol chez ces rats en choc septique, ils augmentaient le volume d'éjection systolique par rapport à des rats qui étaient uniquement réanimés avec du volume et de la noradrénaline. Mais vous voyez quand même qu'on a un effet assez tardif à 48 heures. Donc je ne suis pas du tout un spécialiste de l'expérimental, mais j'imagine que c'est bien tardif, 48 heures pour un rat. En tout cas, à 24 heures, il n'y avait aucun effet de l'ajout du bêta-bloquant. Donc vraiment, là encore, des données, à mon avis, qui sont un peu discordantes et qui méritent d'être confirmées. Finalement, je pense qu'il faut avoir, de mon point de vue, une approche pragmatique
et utiliser les bons outils. Donc on avait fait il y a quelques années cette publication sur 180 et des brouettes patients en choc septique chez qui on avait fait une échographie cardiaque. Et vous voyez que vous pouvez faire une relation à peu près correcte entre la fraction d'éjection ventriculaire gauche et l'index cardiaque. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez séparer les malades en fonction de ces deux paramètres. Et vous avez des paramètres qui ont une dysfonction, des patients qui ont une dysfonction systolique VG avec un index cardiaque qui est bas. Et ces patients, s'ils restent avec un lactate élevé, un état de choc, ils vont sans doute bénéficier de la perfusion d'un inotrope et donc de dobutamine, même si au jour d'aujourd'hui, on n'a pas de preuve formelle en termes d'évidence-based médecine. Et puis, vous avez des malades qui vont avoir une fraction d'éjection qui est préservée, voire supranormale, avec un index cardiaque qui est augmenté, et peut-être que ceux-là pourraient bénéficier de bêta-bloquants. Donc, je pense qu'on ne parle pas des mêmes patients. Très rapidement, c'est vrai qu'on commence à avoir des données, y compris chez l'homme. Vous connaissez tous cette étude d'Andrea Morelli qui a fait quand même couler beaucoup d'encre, publiée dans le JAMA, essentiellement couler beaucoup d'encre sur l'importance de la mortalité dans le groupe contrôle versus le groupe esmolol, puisque dans le groupe contrôle, on avait plus de 80% de mortalité, ce qui n'est quand même pas la mortalité de nos patients tout venant dans nos services de réanimation. Mais ce qui est quand même très intéressant, c'est que les seuls malades, comme les rats ou comme les rats qui ont été inclus, c'est des malades tachycardes et qui n'avaient pas de dysfonction systolique ventriculaire gauche. Donc il y a un screening préalable. On ne va pas donner des bêta-bloquants à n'importe quel malade dans cette pathologie. Un élément supplémentaire qui a été publié par notre modérateur, et je vous l'ai montré au tout début de ma présentation, c'est qu'effectivement, parfois, vous pouvez avoir, chez des malades en choc septique, un ventricule gauche hyperkinétique, une obstruction intravégée. C'est associé à une surmortalité, tout simplement sans doute parce que ça traduit une vasoplégie plus importante. Et c'est sûr que là, si vous mettez de la dobutamine, vous avez tout faux. Et peut-être qu'il y a une place pour les bêta-bloquants et ça pourrait expliquer en partie l'effet des bêta-bloquants sur la mortalité. Très rapidement, la dobutamine en tant qu'effet sur la macrocirculation n'a aucun sens. Ce qu'on veut, c'est améliorer les deux, vous l'avez discuté préalablement, pour améliorer l'oxygénation tissulaire. Il y a des données, notamment Daniel de Becker, qui montrent que la dobutamine peut augmenter, pas de façon majeure, mais augmente quand même la densité de capillaires perfusés au niveau sublingual en utilisant sa technique habituelle. Donc vous avez le double effet, vous améliorez l'index cardiaque et vous améliorez la perfusion. Peut-être que la perfusion, d'ailleurs, est tout simplement, l'amélioration de perfusion est tout simplement liée à l'augmentation de débit cardiaque, mais dans tous les cas, vous améliorez la consommation en oxygène et c'est ce que je vous ai montré. Quand vous utilisez des bêta-bloquants, l'effet sur la microcirculation, elle est moins nette. Vous avez cette étude d'Andrea Morelli, vous avez tout un nombre de paramètres de perfusion de la microcirculation. La plupart des petits P sont NS, et d'ailleurs la conclusion essentielle en utilisant les smolol, c'est qu'on maintenait le volume d'éjection systolique et on préservait la microcirculation. Quand on met entre parenthèses, ou même on améliorait, ils étaient un petit peu optimistes. On peut dire qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas de données très fiables, à mon avis, qui montrent que les bêta-bloquants améliorent la microcirculation. C'est ma dernière diapositive, très consensuelle donc. La dobutamine reste utile chez les patients septiques ayant une dysfonction systolique ventriculaire gauche et un débit cardiaque abaissé ou inadéquat. Vous dites comme vous voulez, sans qu'on sache toujours d'ailleurs très bien comment le déterminer. Elle va être capable de restaurer la fonction systolique, la contraction intrinsèque du ventricule gauche et aussi d'améliorer la microcirculation. Il est clair que, de mon point de vue, et quand on analyse la littérature, l'association dobutamine-noradrénaline est préférable à la perfusion d'adrénaline. À l'inverse, les bêta-bloquants, est-ce que c'est surtout en préventif ou éventuellement en curatif? Ça reste à discuter. Pourrait avoir un effet cardioprotecteur intéressant, et je n'ai pas eu le temps de rentrer trop dans les détails, avec notamment tout un effet anti-inflammatoire, mais aussi un effet hémodynamique en limitant notamment le gradient intraventriculaire gauche. Et moi, je pense que l'un ou l'autre ne peuvent pas être proposés chez les mêmes patients et sont complémentaires. Il reste à démontrer, bien sûr, leur efficacité sur la mortalité. Voilà, je vous remercie.